Quand j'ai parti la chaîne, un des principes fondamentaux de Pourquoi c'est bon avec votre humble serviteur, Christian Maltais, c'est que peu importe à quel point un film est épouvantable, on cherche toujours les qualités, on met de l'avant les qualités du film. Et à date, on en a toujours trouvé, même si des fois ça a pris un effort, mais qu'est-ce qui arrive quand on affronte ce que beaucoup de gens considèrent comme étant le pire film de tous les temps, l'inénarrable Battlefield Earth de l'an 2000. Battlefield Earth, rien de moins, mesdames et messieurs. Eh bien oui, aujourd'hui, j'affronte ce défi impossible qui va peut-être me briser. Est-ce qu'il se pourrait que Battlefield Earth soit un film en fait meilleur que sa réputation? Etc., etc. Est-ce qu'il faut réévaluer notre opinion, etc. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va aussi parler rapidement du côté scientologie, évidemment, du film. Est-ce qu'il se laisse deviner? Est-ce qu'il y a des aspects idéologiques, si on veut à ce niveau-là? Fait que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Battlefield Earth, ça faisait longtemps que ça me tentait. Commençons. Déjà, l'histoire pour commencer, on est dans un futur post-apocalyptique. L'apocalypse, ici, c'est que des méchants extraterrestres, les redoutables cyclones, je crois qu'ils s'appellent. Déjà, vous anticipez un peu comment j'ai trouvé ça. Ok, les redoutables cyclones ont envahi et subjugué l'humanité, qu'ils ont réduit à des peuplades clairsemées sur une terre qui a repris le dessus. Donc toutes les villes ont été recouvertes par la végétation, il ne reste que des ruines, et les cyclones qui sont des Uber-capitalistes de l'espace, comme des Ferengi dans Star Trek, en 1 million de fois plus caricaturaux que ceux de la saison 1. Là, si vous l'avez vu, vous savez ce que je veux dire, c'est pas subtil. Eh bien, ils sont venus pour voler nos ressources naturelles. Ce qu'ils font, et les cyclones, c'est des genres de gros monstres de 12-15 pieds de haut, donc de 3 mètres de haut, et ils terrorisent la population, mais un des êtres humains qui s'appelle Johnny Boy, ça ne s'invente pas, il va utiliser la technologie des cyclones pour devenir hyper intelligent, et il va réapprendre à l'humanité comment résister, et il y a des batailles à la fin avec des avions de chasse et des explosions, et qui va survivre, qui va triompher, les cyclones ou l'humanité? Et est-ce que, comme Travolta avait dit, est-il vrai que ce n'est pas un film de propagande scientologue, que c'est juste un excellent film de science-fiction? Eh bien, la seule manière de le savoir, c'est d'écouter Battlefield Earth. Quoi qu'en ce qui concerne l'excellent film de science-fiction, non, écoutez, je dois vous le dire, moi. C'est pas bon. C'est pas bon, mais est-ce que c'est aussi pire que ce qu'on dit, je vais vous le dire, après avoir présenté les qualités, parce qu'il y en a, puis il y en a des vrais, puis ça vaut la peine de les mentionner. Donc, juste avant de commencer, d'entrer vraiment dans le vif du sujet, il y a deux petits trucs rapides que je veux dire. Le premier, c'est que le réalisateur du film, c'est Roger Christian, qui s'appelle Roger A. Christian, et puis j'étais d'autant plus curieux de voir Battlefield Earth parce que je l'avais jamais vu, j'en reparle dans 30 secondes. Avant, il y a pas longtemps. Là. Alors, Jake Christian, j'étais d'autant plus curieux de voir ce qu'il allait faire avec ça parce que il a réalisé The Sender, dont j'ai parlé sur la chaîne ici. Je pense que c'est ça le titre, là, un film de pouvoir psychique, là, puis c'est malade mental comme c'est bon. C'est hallucinant comme c'est bon ce film-là. J'en avais parlé à l'époque. C'est ça, un excellent suspense de film de pouvoir psychique, comme j'ai dit. Super bien réalisé, hyper atmosphérique, les images sont cool, l'histoire est cool, tout est cool. The Sender, c'est super bon. Je pense aussi qu'il a fait un court-métrage tellement bon qu'il avait été projeté avant l'Empire contre-attaque, là, carrément, là, c'est ce niveau-là. Dans mon souvenir, c'est ça, je ne l'ai pas vérifié, là, mais il était bon comme ça.
Puis il était promis une brillante carrière, comme beaucoup de gens qui étaient impliqués dans le film, mais comme beaucoup de gens impliqués dans le film, ça l'a détruit sa carrière. Ce film-là, il s'en est jamais remis, M. Christian. Le gars qui a écrit le scénario, même chose. J'ai lu une entrevue avec lui qui était hyper intéressante sur pourquoi est-ce qu'il a fait le film, puis il était essentiellement parce qu'il avait besoin d'argent. Puis la morale, c'est faites jamais ça. Peu importe à quel point vous avez besoin d'argent, n'embarquez pas dans un projet où vous savez que ça va être une catastrophe totale. Lui il le savait tout le long, il savait qu'il vendait son âme. C'est ça, la morale, c'est ne faites pas ça. Si vous voulez la trouver, ça vaut vraiment la peine. Là. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, ça a détruit la carrière de ces deux-là. Ça a détruit la carrière de Travolta, qui était sur sa deuxième vague, là, après Pulp Fiction, essentiellement. Il pouvait faire ce qu'il voulait, Travolta. Il a fait beaucoup d'autres films après, mais il s'est jamais remis là, de Battlefield Earth, là, qui a anéanti complètement tout le capital, pourtant non négligeable qu'il avait. Aussi, les acteurs principaux, les deux acteurs, l'acteur et l'actrice, je ne vais pas noter leur nom, mais je crois pas qu'on les a revus dans quoi que ce soit de mémorable après ça. C'est ça. Ça a détruit essentiellement 5 carrières, le réalisateur, le scénariste et les 3 acteurs principaux du film. C'est bon. Puis, avant de commencer dans les qualités, là, encore une fois, parce que j'en ai trouvé, c'est ça, j'ai vraiment trouvé des vraies qualités à ce film-là. Je dois dire que la raison pour laquelle je l'avais pas écouté pendant si longtemps que ça, même si tout le monde autour de moi m'en parlait, puis un de mes excellents amis m'en parlait souvent, puis... Mais le truc, c'est que... Moi, je suis un animateur de films de genre depuis ma plus tendre enfance, films de science-fiction, puis j'ai toujours aimé ce qu'on pourrait appeler les films quétaines, le bis, le nanar, etc. Mais il y a une différence cruciale entre le nanar et la bouse totale. Okay? Puis une différence que vous verrez facilement si vous allez sur nanarland.com, n'est-ce pas? Qui se définit lui-même comme étant le site des films ratés sympathiques. Puis le détail crucial, c'est que pour que un film soit un nanar, il doit avoir cette qualité sympathique, qui est très dure à définir parce que c'est subjectif, mais qu'on perçoit immédiatement quand on la voit. Star Crash, c'est épouvantable, mais c'est hallucinamment bon. C'est dans mon top 7 de films préférés, certainement de science-fiction. Là, j'adore ce film-là d'un amour profond et non ironique. C'est super bon, Star Crash. Un excellent exemple de tout ça. Il y en a des tonnes d'autres, je ne nommerai pas tout ici. Mais c'est ça, ça prend le côté sympathique. Les Ed Wood sont des films complètement ratés, mais sympathiques. Puis quand j'anticipe qu'un film, quand je sais en vérité, je me doute fortement qu'il va être raté, mais qu'il ne sera pas sympathique, ben, généralement, je trouve ça plutôt fastidieux en général. Ça m'en prend plus que... Il faut que ça soit plus que pas bon pour que je m'amuse en vérité. C'est pour ça que j'ai jamais embarqué personnellement dans The Room, ce genre de truc-là. J'ai écouté le film avec Chose Franco, là, le film sur le tournage. Bon, ça c'était amusant, là, mais c'est ça, le film en tant que tel, pour moi, n'a pas... C'est pas pour moi. Okay? Je suis pas dans ce public-là. Puis j'en parle parce que lequel des deux est-ce qu'on a avec Battlefield Earth? Bon. Puis c'est un peu la question, qu'est-ce que j'allais rencontrer quand j'ai regardé le film? Ben voilà. Puis maintenant, ben, c'est plus une bouse. C'est plus la bouse que le nanar. Mais c'est ça. Pourquoi cette longue introduction? Parce que c'est absolument fascinant, parce que il y a une affaire, il y a beaucoup de trucs qui sont mauvais, mais il y a un défaut, si on veut, qui est tellement énorme et présent tout le long, puis qui infuse et contamine la totalité de ce qu'on voit. C'est ça, il y a un défaut qui est tellement patent et grotesque tout le long, qui déteint sur tout le reste, puis qui fait que même les trucs qui sont objectivement vraiment pas pires, nous donnent l'impression d'être pourris, ce qu'ils ne sont pas. Alors, commençons donc enfin, finalement, par ces qualités réelles, okay, que je n'ai pas inventées, j'ai même pas eu besoin de me forcer pour les trouver. Commençons par, dans l'ordre du plus évident, essentiellement. Premièrement,
OK, les décors et les maquettes. On va commencer par ça, parce que ça, c'est certain que ça marche bien. Bon, il y a beaucoup de décors naturels. Ça, c'est très cool en partant. C'est un côté épique. Là, ils tournent dans des canyons, puis des forêts, puis un paquet d'affaires comme ça. Ça marche très bien. Rien à dire là-dessus. Tous les décors des cyclones, justement, là, les bases extraterrestres, bon, tout ça. Puis les décors post-apocalyptiques, là, les ruines, etc. Ça marche visuellement très très bien. J'ai rien à redire là-dessus. Puis je rajoute que le design, au moins de certains effets spéciaux, certains vaisseaux spatiaux en fait, en particulier, c'est ça que je pense, là, ben, le vaisseau spatial des Cyclons, entre autres, il est super cool, j'ai rien à redire là-dessus. On voit la planète des Cyclons, je crois qu'il porte le titre imaginatif de Cyclon, mais bon, okay, les Vulcains c'est pareil, c'est correct, là. Seule fois de votre vie que vous verrez les Cyclons comparés aux Vulcains d'une manière positive. Mais en tout cas, ouais, c'est ça, donc là, on voit la planète Cyclon, et ça fait extrêmement penser à Giedi Prime dans le Dune de David Lynch. C'est très, 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 très proche visuellement, puis comme dans le Dune de David Lynch, où à certains égards, on nous a presque pensé, ça fait presque penser honnêtement à Blade Runner, hein? La ville au début, je pense que c'est Los Angeles. Hein? Ben, c'est ça, c'est réalisé avec des maquettes, puis des peintures mates, puis des trucs comme ça, puis ça fait juste marcher, honnêtement, là-dessus, c'est très très bien fait, là. Ça, c'est pas nanardesque du tout, c'est très 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 bon. Puis ouais, je conviens que quand le plan de la planète, là, la boule, la sphère qui vole, qui s'est suspendue dans le vide cosmique, ouais, ça fait effet spécial par ordinateur de l'an 2000, ben c'est correct, là, c'est pas pire que d'autres choses, mais c'est ça, quand on est sur la planète, puis qu'on voit les maths, puis qu'on voit les décors, ça, là, sincèrement, c'est numéro un. Je n'ai rien à redire là-dessus, c'est carrément impressionnant, c'est super beau. C'est super cool. Les angles de caméra sont toujours en croche, là, des Dutch angles, là. Ça, faut dire que c'est peut-être un peu déconcentrant par moment. En fait, c'est carrément maladroit. Ça rentre dans les défauts, j'en parlerai tantôt. Mais même là, ça nuit pas vraiment. Le fait est que la vérité, c'est que visuellement, ça marche très très bien. J'ai parlé de la séquence quand ils vont dans le haute qualité, donc, ben, j'ai parlé de la séquence des ruines post-apocalyptiques. Ben, il y a une séquence où est-ce que nos héros pithécanthropes du futur se promènent dans les ruines. Et il y en a deux, en fait. Il y en a une au début où est-ce qu'on ne sait pas trop qui sont les mystérieux dieux qui menacent l'humanité. C'est les Cyclons, évidemment, vous l'aurez deviné. Mais c'est une première séquence mystérieuse au début où les humanités se promènent dans les ruines. Puis une autre, 20 ou 30 minutes plus tard, où ils cherchent la technologie qui va les rendre intelligents, en gros, quelque chose comme où ils cherchent de la bouffe, puis ils trouvent la technologie dans un genre de centre d'achat base militaire, je m'en rappelle pas, une affaire de même. Ben c'est cool ça marche super bien. Ouais, le suspense, là, ça marche, l'atmosphère est bonne. Si tu savais pas que tu es en train de regarder Battlefield Earth en regardant ça, puis tu n'en avais jamais entendu parler, puis tu savais pas c'était quoi, puis on faisait juste te montrer cette séquence-là, ça marche, ça marcherait. Tu trouverais que ça marche. On trouverait que c'est ça. Puis c'est ça, M. Christian, le réalisateur, c'est un bon réalisateur. C'est ça. Puis il est capable de monter une séquence de suspense. Il y a beaucoup de monde qui sont pas capables de le faire. Lui le fait excellemment bien. Donc il y a deux séquences de suspense qui, si on les extraits du film, si on les prend là, de manière un peu abstraite, on les regarde en tant que tel. Puis même à l'intérieur du film, là, ça fonctionne. Okay, ça marche. Fait que, ouais, il y a deux. OK, fait que les décors sont cool. OK? Il y a deux séquences qui marchent super bien. Le vaisseau spatial est cool. Bon, l'explosion il y a une explosion finale à la fin. C'est où l'explosion? L'explosion est cool. Il y a il y a des transitions à la Star Wars, là, des vieilles transitions à la Flash Gordon, en fait, comme dans les années 30. Ça marche plutôt bien. Ça donne un côté bande dessinée, qui je pense qu'un peu ce que M. Christian essayait de faire. Fait que là-dessus, ça marche. La langue des Cyclons, la première fois qu'on les voit, c'est plutôt intéressant. Là, c'est ça marche. On comprend pas ce qu'ils disent. Puis c'est mieux quand on comprend.
C'est mieux quand on comprend pas. Mais ouais, ok, la langue des cyclones, ça marche plutôt bien. Puis qu'est-ce que j'ai mis là? Je commence à manquer d'idées là, de ma liste. Là. Ok. Bon, les acteurs, ben. Il y a. Ok. Les acteurs, j'ai marqué ici, les acteurs de soutien font de leur mieux. C'est le cas. Même les acteurs principaux, l'actrice puis l'acteur, là, Johnny Boy puis sa copine, sont corrects. Je veux dire, ils sont pas bons parce que le film leur donne pas grand-chose à faire. Tu sais, je veux dire, les répliques sont... On en reparlera. Mais c'est ça, ils font de leur mieux dans un film qui leur donne pas grand-chose de positif à faire. Mais s'il avait été dans un autre film, on aurait pu voir qu'il aurait pu avoir une bonne carrière. C'est ça le truc. Ça se laisse deviner. Bon, c'est ça. Puis il y a des acteurs de soutien, il y a des méchants dans les méchants cyclones, là, des gens d'acteurs de carrière qui jouent souvent des seconds rôles, des trucs comme ça. Là, ce genre d'acteurs-là qui sont en fait vraiment le fond qui confère c'est ça, c'est souvent les acteurs de soutien qui font qu'un film va être bon ou pas bon, en fait. Si le gars, le tenancier de la taverne est bon, puis l'hôtelier est bon, puis le gars, le petit gars qui dit voici votre journal, Monsieur Wayne, là, si tous ces acteurs-là sont bons en général, ça rehausse vraiment énormément un film. C'est dans Flic de Beverly Hills, là, Bronson Pinchot, cette petite scène dans le métro, là, ça a fait le film, ça. C'est 5 minutes, là. OK? Bon, c'est ça, puis il y avait Judge Reinhold, etc. Il y avait un paquet de monde qui sont super bons là-dedans. Ça fait que c'est ça. Quand t'as des bons acteurs de soutien, ça colmate bien des brèches, on va dire. Puis certainement Battlefield Earth en a besoin. Puis là-dessus, les acteurs de soutien sont plutôt bons, encore une fois, compte tenu de ce qu'on leur demande de faire. Et il y en a un, il faut quand même dire qu'il s'en sort pas très bien. C'est le pauvre Forrest Whitaker. C'est quoi, Samurai Dog, là, je pense qu'il jouait, là? Ghost Dog. Puis, tu sais, il jouait dans Platoon, il a joué dans... Il faisait, tu sais, Bird, là, de Clint Eastwood sur Charlie Parker. Forrest Whitaker, qui est connu pour quelque chose comme 892 films, tous meilleurs l'un que l'autre. Celui-ci est c'est ça, l'ombre honteuse sur son CV, là, la tâche de médiocrité. Là. Bon, ben c'est ça. Puis ça paraît, là. Ça paraît qu'il est mort de honte, puis qu'il sait que c'est épouvantable, puis qu'il avait besoin d'un cachet. Ben, c'est ça. Puis il a pris ce rôle-là. Je peux pas lui en vouloir. Puis il est pas bon là-dedans, mais... tu sais, puis ça a l'air d'être douloureux pour lui, puis on ressent sa douleur, puis on la partage, mais ça demeure un gars, il fait un des cyclones, il fait le second là, de Travolta, puis, mais ça demeure, c'est ça l'affaire, c'est que même si on sent à tous les instants qu'il sait très bien dans quoi il s'est embarqué, et il le regrette amèrement, il n'en demeure pas moins que c'est un excellent acteur et donc même dans les moments où il est le moins bon, il demeure le fun à regarder. Tu sais, j'ai en tête Peter Cushing qui est mon acteur préféré honnêtement, là, un gars que j'aime vraiment d'un amour profond et infini. Puis il y a quand même des films où Peter Cushing n'est pas très très bon, il va le dire lui-même, mais même là, tu sais, c'est toujours Peter Cushing, il est toujours merveilleux, même quand il s'en sort pas terriblement bien pour différentes raisons. Ben, c'est un peu le cas de M. Whitaker ici, puis mentionnons que Whitaker, ben c'est ça, il y a une dynamique. Si vous avez écouté Babylon 5, un truc qui marche bien dans ce film-là, dans Battlefield Earth, c'est qu'il y a une dynamique un peu comme Veer et Londo, là, c'est quoi l'ambassadeur de... J'oublie leur nom, là, mais c'est ça, l'ambassadeur Centauri, n'est-ce pas? Qui est le meilleur personnage de la série, qui est une des principales raisons pour laquelle la série marche aussi bien, peut-être la principale raison. Ben c'est ça, Lando est un ambassadeur d'une race guerrière et maléfique qui fait essentiellement un pacte avec le Yoble de l'espace dans Babylon 5 et il a un second qui est joué par un acteur comique là, qui jouait dans Animal House, qui était connu pour ça, et un genre de gros bouffon un peu. Mais il développe une dynamique hyper intéressante de rivalité, puis de amour-haine, etc. Puis il y a un peu de ça. Il n'y a pas le temps le côté amour-haine entre Travolta et Whitaker là-dedans. Mais il y a quand même cette dynamique là, de lutte de pouvoir
qui m'a fait penser à Babylone 5, puis la relation entre Vir et c'est Lando ou Londo Molinari, là, je m'en rappelle pas, mais en tout cas lui. Là. Fait que ça c'était cool, ça j'ai aimé ça, puis c'est pas subtil évidemment dans le film, mais ça marche plutôt bien là, cette dynamique-là. Et il y a une autre scène, là, il y a une couple de séquences, c'est ça, scène du sacrifice des humains à 1h43 que j'ai noté ici qui était correct, et comme j'ai dit, l'explosion finale est plutôt cool. Et voilà! Triomphe pour l'humanité. Voici les noms. Voilà, vous venez d'entendre les qualités de Battlefield Earth, et puis, comme vous venez de le constater, il y en a des vraies, c'est toutes des vraies qualités, ça. J'ai mis des nuances, mais quand même, là, je n'ai rien inventé, c'est tout là. Ça fait que pourquoi, d'abord, s'il y a autant de qualités, là, réelles, dans Battlefield Earth, pourquoi est-ce que tout le monde, semble-t-il, se met d'accord pour dire que c'est une des pires bouses de tous les temps? Puis est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est... bon, etc. Oui, c'est vrai. C'est une des pires bouses de tous les temps. Je le confirme. C'est pas un honneur. Il y a des côtés. C'est des côtés sympathiques, je les ai dit. Mais c'est ça, c'est des qualités, mais c'est pas des côtés sympathiques. Parce que le film, il est pas désagréable à regarder, mais c'est juste. OK? Puis, quel est ce péché, là, si on veut, capital et ontologique, là, qui contamine comme l'anneau de Morgoth, cette terre de médiocrité, là, de Battlefield Earth? C'est la stupidité. C'est ça le problème du film. C'est une stupidité, c'est un film stupide. Puis, c'est une stupidité qui vient directement du côté scientologie, essentiellement. Parce que ça vient directement du roman qui, je l'avoue, je l'ai pas lu. Hein? Je l'ai pas lu, moi, le roman de Battlefield Earth. C'était très populaire quand j'étais au secondaire. Beaucoup de gens l'ont lu. J'ai dû en avoir une copie à un certain moment. C'est en 2 tomes, d'ailleurs. Celui-ci se termine à la fin du premier, donc il n'y a pas de fin à l'histoire, en vérité. Là, il gagne il gagne une grosse bataille, mais il reste encore à triompher une fois pour toutes des Psyclons. Il était supposé avoir une suite. Vous devinerez qu'il n'y en a jamais eu. Mais, bon, c'est ça, la stupidité. Ben, je vais juste vous lire, là. J'ai une catégorie pas bon ici. Puis, je vais juste vous lire les trucs que j'ai listés comme étant pas bons. Puis vous verrez, encore une fois, à mon avis, on peut tout mettre ça sur le chapeau de la stupidité. C'est ça que ça donne. Ben c'est ça. Alors, les bottines des extraterrestres, les costumes des E.T., des Psyclons, il y a des aspects du costume qui sont pas pires. Mais ils portent des chaussures à plateforme à peu près hautes d'environ, c'est ça, si vous m'écoutez et que vous ne me voyez pas, environ 1 mètre de haut, carrément, là, ça marche pas du tout. Ils portent aussi un genre de lacets, de longs lacets, sur leur nez. Les humains portent ça aussi. C'est, je crois, soit un truc de propriété pour marquer la propriété des humains, soit pour les aider à respirer. Ça doit être ça parce que les Psyclons aussi en portent. Oh, c'est supposé être un bijou, là, je me rappelle pas. Là. Ça marche vraiment pas. Le truc là, sur les narines là, que vous avez probablement vu sur certaines images du film, si vous avez vu des images fixes, là, ou le film lui-même, ben c'est ça marche pas du tout, soyons sérieux, là, c'est un mauvais choix. Bon voilà. Les Martiens aussi, là, ils ont des énormes paluches en caoutchouc. C'est ça, les Psyclons, parce qu'ils sont supposés être des gros monstres, là, c'est ça, de 15 pieds de haut, là, le double de la taille d'un être humain, puis évidemment capable de saisir un être humain à bout de bras comme Dark Vador par la gorge, là. Okay? Tout le monde fait ça, c'est nos jours, dans les quand on est méchants. Ben, ils ont des grosses paluches en caoutchouc. Ça paraît que c'est des grosses paluches en caoutchouc. Ben, c'est ça. Ça marche pas. OK. Les Dutch Angle, j'en ai parlé. Il y en a tout le long. C'est ça, Monsieur Christian. Ça, c'est pas tant un problème de stupidité que une erreur. Je veux dire, c'est un choix qu'il a fait pour essayer de faire quelque chose, là. Puis ça marche juste pas. Il y en a trop tout le temps. Ça ne produit pas un bon effet. Si vous voulez un bon exemple de quand ça marche,
parenthèse, écoutez Ipcress File, Ipcress Danger Immédiat, avec Michael Caine, un film d'espionnage au début des années 60. C'est malade mental, c'est tellement bon ce film-là, j'adore ça, c'est dans mes films préférés. Et je l'ai écouté des tonnes de fois, puis c'est ça, le réalisateur Michael Judge, je pense. Trouvait que le scénario était pas bon. Moi, je trouve qu'il est excellent, mais lui trouvait qu'il était pas bon. Alors, il a rempli tout son film d'angles, de plans en angle, donc les Dutch angles, et de plans bizarres, de compositions bizarres à travers des cabines téléphoniques, des affaires comme ça. Puis ça marche là, magistralement bien dans, c'est ça, dans Ipcress Danger Immédiat. Nettement plus, encore une fois, j'ai le regret de vous l'annoncer, que dans Battlefield Earth, où ça marche pas pantoute. Ensuite de ça, il y a le montage marche pas, c'est n'importe quoi. Le montage, mouvement de caméra à la On the Silver Globe. Donc, si vous avez écouté ma vidéo sur ce film inécoutable de Andrzej Zulawski, vous savez que c'est ça, la caméra fait n'importe quoi, bouge dans n'importe quel sens, ça coupe n'importe comment, c'est n'importe quoi, c'est ça. Montage quand même, il y a des séquences qui marchent bien, j'en ai parlé, ça fait que ça, c'est pas tout le long, le montage, là, mais il y a plusieurs mouvements de caméra qui sont bizarre pour faire bizarre. Ça marche pas. Dolly Luma inutile, c'est le même principe, les mouvements, etc. Le costume général des E.T., j'en ai parlé. Là, on commence à rentrer vraiment dans le vif du pas bon. Travolta est vraiment mauvais. J'ai jamais vu ça. Non, j'ai rarement. Jamais, le terme est fort, là, mais j'aurais de la misère à trouver. Vraiment de la misère à trouver quelque chose. Ce serait vraiment dur, en fait. J'ai aucun autre exemple qui me vient de quelqu'un qui est mauvais à ce point-là, qui essaye pas par exprès d'être mauvais à ce point-là. Il fait des trucs comme il est le niveau Mr. Evil, mais qui se prendrait au sérieux. Exactement, c'est Dr. Evil, parce qu'il est allé à l'école, on le sait, à l'Institut de médecine maléfique. Eh bien, ben c'est ça. Travolta est au niveau Dr. Evil. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, il fait des grimaces, il est tout le temps en train de... C'est ça, je veux dire. Puis, à l'origine, il voulait jouer le héros, mais ça y a pris longtemps pour convaincre quelqu'un de financer le film, parce que semble-t-il que la scientologie, c'est ça, la scientologie, je vous vends un punch, là. Eux autres, ce qui les intéresse, c'est prendre l'argent, c'est pas investir l'argent. OK? Fait qu'ils n'ont pas mis une scène dans le film. Ils ont demandé, ils ont trouvé d'autres mondes pour payer pour leur film. Fait que, scientologie. Fait que ça a pris longtemps à Travolta de trouver du monde pour accepter de financer ce film-là, parce que les gens qui ont lu le bouquin ou qui ont entendu parler de l'histoire savent bien que c'est grotesque et ridicule. C'est ça, juste le résumé est une affligeante stupidité. Encore une fois, je sais, écoutez, soyons francs, mais il a réussi à convaincre quelqu'un parce que il avait fait beaucoup d'argent avec Pulp Fiction, de payer pour ce film-là, mais il était rendu trop vieux pour jouer le héros Johnny Boy, alors il a décidé de jouer le méchant. Il n'a pas dans sa trousse de comédien les outils dramatiques requis pour jouer un méchant. C'est ça, il fait c'est ce niveau-là, ok. Il est considérablement moins subtil qu'un méchant, un lutteur méchant, là, WWE. C'est comme Iron Sheik, là. Iron Sheik, c'est Laurence Olivier. Si tu as le choix entre Travolta dans ce film-là et Iron Sheik pour ta production du Roi Lear, là, tu prends Iron Sheik. Bon, fait que ça vous donne une idée. Il est épouvantable, il est mauvais, puis c'est ça, puis les répliques qu'il dit tout le long, tout ce qu'il dit est complètement imbécile. C'est ça, c'est comme des Ferengi, j'en ai parlé, là, des Ferengi hyper caricaturaux, là, encore plus caricaturaux que c'est ça, dans Star Trek. Les Psyclons sont tout le temps en train de dire the man animals must be destroyed. Oh, the man animals are too stupid, etc. Non. C'est pas bon. Ça marche pas. Je vais continuer rapidement parce que, encore une fois, le but de la chaîne, c'est le positif. Fait que je vais pas m'éterniser sur les trucs pas bons, mais c'est juste pour vous dire que je les ai pas inventés. Je les ai notés aussi, là. Héros aussi caricaturaux que les méchants. J'ai parlé de la lutte, là. C'est ça, si vous écoutez le catch, le sport des rois, la lutte, WWE, toutes ces affaires-là, AEW, là. C'est ce qu'on appelle dans la lutte un white meat babyface.
héros, tu sais, comme le family man, il y a des archétypes de lutteurs, bon. Puis, c'est ça, dans les gentils, il y a un type de gentil qu'on voit très rarement à notre époque, qui est juste tellement gentil qu'il est comme un héros de film des années 50. C'est une caricature de bon gars, en vérité. Il prend toujours, tu sais, Dudley Do-Right. Il prend toujours les bonnes décisions, il est pur et sans reproche, naïf, mais de la bonne manière, etc., etc. Je veux dire, c'est ça. Fait que les héros sont comme ça. Ah! Les héros sont comme ça. J'ai mentionné les nombreuses fautes de goût. Bon, puis là, on va arriver... Ah oui, on arrive là, au côté scientologue, puis on va finir avec ça. Puis c'est intéressant parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est clair ici. Il y a un mécanisme idéologique fondamental qui opère dans toutes les idéologies, en fait, puis qui est une manière de contrôler les gens sans se rendre compte qu'ils sont contrôlés. Fondamentalement, l'idéologie, c'est ça que c'est. L'idéologie, parenthèse, OK? L'idéologie est présentée, en général, quand on imagine qu'est-ce que c'est, comme un contenu. Hein, comme le communisme est une idéologie, le capitalisme est une idéologie. Mais ça, c'est une illusion d'optique, en vérité, parce que la raison pour laquelle l'idéologie est mise en place, c'est pas pour que tu crois au contenu en tant que tel, c'est pour que tu adhères à la structure idéologique inconsciente, ultimement, la manière de penser, okay, la structure idéologique, qui est justifiée, okay, qui t'est vendue avec le contenu idéologique explicite. Donc, en gros, pour le communisme, par exemple, ben, l'entraide entre les peuples, puis abattre le capitalisme, puis la justice, etc., c'est le fromage sur le piège, en gros. Mais que ton fromage soit la fraternité entre les peuples, ou que ce soit l'exploitation des peuples pour te mettre riche, c'est la même affaire. Okay? Parce que ce qui est important, c'est que toi, la souris, te fasse attraper par la trappe, pour que soit un chat, soit le gars qui a mis la trappe puisse te manger. Hein, okay? Parce que c'est ça, la trappe, l'idéologie, elle n'est pas là pour te libérer. Elle est là pour t'imposer un carcan invisible pour que tu acceptes toi-même ton emprisonnement. Okay? Puis pourquoi est-ce qu'ils font ça par la voie idéologique? Parce que c'est pas mal plus efficace que mettre des miradors à tous les coins de rue. C'est ça l'idée. Parce que, puis là je finis là-dessus pour l'idéologie, puis là, on va montrer dans la scientologie, dans le discours scientologique du film, comment c'est mis en place, un exemple de ça, ben c'est que, ce que l'idéologie fait, c'est qu'il met en place une structure narrative, la fameuse trame narrative dont je parle tout le temps, c'est ça, ben elle nous met en place une manière de comprendre le monde qui semble objective, mais qui en vérité est un récit, est une histoire dans laquelle on présente, voici les bons gars, puis voici les méchants. Puis voici, du coup, comment, puis ce qui est implicite, c'est voici comment définir, voici les critères pertinents de ce qui est une bonne personne, et voici les critères pertinents de ce qui est une mauvaise personne, mais voici en même temps toutes les choses dont nous ne parlons pas et dont nous acceptons collectivement de ne jamais parler. Okay? Grosso modo, c'est ça. Donc, il y a des définitions implicites qui sont mises à l'œuvre dans un discours idéologique, puis que l'idéologie sert à te faire accepter sans poser de questions comme un réflexe acquis et intériorisé. Ouais, ça c'est l'idéologie, on en reparlera dans d'autres vidéos plus en profondeur et plus longuement, parce que c'est un sujet important. Mais là, comment est-ce qu'on voit ça dans le truc de la scientologie? Puis c'est merveilleux parce que c'est gros, puis du coup, c'est facile de le voir quand c'est quelque chose en guillemets d'extérieur à nous, parce que la scientologie, c'est quand même un mouvement assez marginal. Bon, alors, premièrement, ben c'est ça. Moi, ça donne... Il y a des trucs que j'ai reconnus. C'est pas ce qu'on pense, la version courte, premièrement. Puis, il y a des trucs que j'ai reconnus là-dedans parce que ça m'intéressait, c'est ça, donc pour dire que... parce que la scientologie, par une sorte de curiosité malsaine, si on veut, m'intéresse depuis longtemps. J'ai écouté pas mal de podcasts de gens qui ont quitté la scientologie, y compris des gens extrêmement haut placés. Puis, fait que j'en ai venu à avoir une assez bonne idée de c'est quoi leur croyance. Il y a le fameux épisode de South Park, là, mais il y a il y a quelque chose qui est... Il ne faut pas se fier juste à ça parce que, justement, l'épisode de South Park met de l'avant le contenu idéologique, mais pas la structure narrative,
qui rend ça plausible pour quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Mais le fait est que je reconnaissais beaucoup des éléments donc, de la structure narrative de la scientologie, puis de ce qui faisait que les gens qui avaient été séduits par la scientologie avant de quitter ces rangs, parce qu'eux, ils disaient qu'ils avaient intéressé essentiellement, puis aussi de comment est-ce qu'ils réfléchissaient, comment est-ce qu'ils pensaient quand ils étaient à l'intérieur de ça. Puis c'est justement, il y a quelques éléments, il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a quelques-uns qui sont effectivement centraux au récit. Qu'on trouve dans Battlefield Earth. Alors les voici. Puis un des principaux aspects, le premier que j'ai noté parce que c'est le plus important, c'est la fameuse technologie qui éduque. Okay? Donc les humains découvrent en fait, ils se font instruire par la machine des Psyclons, je pense. Là. Puis je ne me rappelle pas s'ils trouvent une autre machine dans les ruines qui les rend intelligents, mais d'une manière ou d'une autre, il y a une machine qui va leur permettre de se remémorer les trucs ancestraux, puis c'est ça, juste d'apprendre hyper vite, puis à la fin, c'est ça, au début du film, c'est des hommes des cavernes, puis ils se mettent leur casque sur la tête, puis 5 minutes plus tard, ils sont capables de chauffer des avions de course, là, carrément. Pas des avions, des avions de chasse. C'est ça, comme des F-14 là, ou F-35 ou peu importe. Bon, mais c'est débile, ça, c'est complètement débile. Mais du point de vue, ça marche à aucun niveau. Là. Ça ne te permet pas d'acquérir des réflexes. Je veux dire, les hommes des cavernes, c'est juste débile. OK? Mais, du point de vue du discours scientologique, c'est rempli de bon sens. Parce qu'en vérité, leur principe à eux, c'est que c'est ça. Tous les êtres humains sont des âmes. Dans le truc de South Park, vous le verrez, là, ça c'est bien expliqué. Donc, on est tous des âmes qui datent d'il y a des milliards d'années. Puis là, il est arrivé une affaire avec sur un volcan, puis un envahisseur extraterrestre, puis peu importe. Puis là, en gros, notre âme pure d'il y a 14 milliards d'années, qui a les souvenirs d'il y a 14 milliards d'années, est infestée par des entités maléfiques, invisibles, qu'il faut éliminer, évidemment. Là. Fait que, voilà. Puis, quand on fait ça au fur et à mesure, on se remémore nos vieux souvenirs ancestraux. Okay. Puis, en gros, c'est ça qui fait que dans le point de vue scientologue, okay, un enfant de 4 ans, s'il passe à travers les processus psychologiques, un enfant de 4 ans est tout à fait capable de piloter un avion de chasse. Okay? Puis, dans la scientologie, quand vous regardez, on s'attend à un enfant de 4 ans qui soit capable, ils leur font faire, évidemment, okay? Qui soit capable de gérer c'est ça, un bureau au complet. Puis évidemment, ça finit catastrophiquement, là. Ça peut pas marcher, puis ils se font torturer, parce que c'est horrible, leur truc. Ils ont des camps de prisonniers, puis des camps d'esclavage. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas, là. C'est de la folie furieuse, là. Okay? Mais l'idée est qu'ils devraient être capables de le faire, ces enfants-là, parce que la technologie scientologue leur a permis de se remémorer leurs souvenirs. Puis la raison pour laquelle les scientologues sont supposés être capables de guérir les gens, par exemple, ben c'est pour ça, c'est parce qu'ils sont remémorés leur pouvoir psychique qui leur permet de guérir les gens avec leurs mains, là, comme le pape, là, mettons, là, OK? Genre, OK? Fait que c'est ça, puis un autre aspect, puis ça mène à un autre aspect de la scientologie, quelque chose que Tom Cruise a dit en entrevue, essentiellement, qui est qu'ils sont les seules personnes au monde qui peuvent aider l'humanité. Parce qu'ils sont en train de débarrer leurs souvenirs enfouis, n'est-ce pas? Et ça leur donne leur capacité. Ils sont les seuls à être capables de débarrer leur super pouvoir surhumain pour cette raison-là. Et donc, comme Tom Cruise disait, quand il arrive sur le site d'un accident de voiture, par exemple, il y a une lourde responsabilité sur ses épaules, car il sait que lui seul, de tous les êtres humains sur Terre, à part les scientologues, bien entendu, les autres scientologues, ben lui seul sur Terre est réellement capable d'aider la personne qui vient de subir un accident là, parce que c'est ça. Donc, le côté « moi seul peux sauver l'humanité », parce que moi seul les super pouvoirs, parce que moi seul débarrer mes super pouvoirs, moi seul peux sauver l'humanité, je suis l'unique solution. C'est hyper scientologue. Puis, incidemment, vous reconnaîtrez des trucs là-dedans, bon, des genres de déformation grossière de Jésus qui dit « moi seul, je suis la vérité et le chemin, tout le monde doit passer par moi », là, quoi qu'encore une fois, c'est métaphoriquement qui était supposé prendre ça, l'affaire de Jésus. Hein. Je vous vends un punch, le truc de Jésus, là.
c'est une métaphore de la conscience christique, là, ne pas prendre ça au premier degré, je vous en prie, ok? Mais c'est ça, la scientologie reprend des éléments de ça, puis des trucs gnostiques, puis il a pris, Hubbard, il a pris des idées à gauche puis à droite, puis il a mélangé ça dans son malaxeur de science-fiction, là, science-fiction en plus pas très très bonne, c'est ça, puis il a pondu quelque chose, mais il attire les gens avec des bribes de trucs qui correspondent à quelque chose qui existe à l'intérieur de l'être humain. Ça, c'est l'autre aspect aussi, là, quand même. Il se base sur des trucs qui ont une forme de résonance, parce que dans ton discours idéologique, il faut toujours que tu fasses ça aussi. Tu sais, dans le communisme, le problème, contrairement à ce que Jordan Peterson affirme, le problème, c'est pas de vouloir aider les gens. Le problème, c'est que la manière que c'est fait ne correspond pas au discours idéologique. Là, dans les États réels, etc., etc., etc. Bon, pareil pour la démocratie capitaliste, etc. C'est le même problème en vérité. Bon, fait que c'est ça, manichéisme ultra simpliste, ben, ça vient dans le côté scientologue, encore une fois, ben, c'est la même affaire, il y a les bons, il y a les méchants, moi j'ai la vérité absolue et totale, je suis le seul qui peut aider le monde, bon, etc. Fait que ça, c'est dans le truc de scientologie aussi. Les Epithèques, pilotes des avions, j'en ai parlé. Puis le dernier truc que je mentionne dans le côté idéologie, scientologie, puis qui est vraiment, à beaucoup de points de vue, quand même le truc le plus crucial, puis le plus intéressant, puis le plus pertinent, c'est que les psychlons là-dedans, j'ai mentionné le côté Ferengi, donc le côté ultra-capitaliste, caricatural de l'espace, là, qui veut piller toutes les ressources, puis se mettre riche, puis bon, etc. Ben... Fait qu'est-ce qui est mis de l'avant là-dedans? Ce qui est mis de l'avant, c'est que la scientologie, en fait, c'est donc les héros du film, mais c'est ça la scientologie, ben, sont contre ça, sont l'antithèse de ça. Eux vont te présenter la solution, l'unique solution sur Terre, en vérité, qui va te permettre de te libérer des méchants capitalistes. Bon, la scientologie, ok? L. Ron Hubbard est basé sur des manuels de lavage de cerveau de la CIA. C'est documenté, ok? C'est sur des trucs de magie noire, puis rien qui n'a pas fait. Je veux dire, tout est conçu pour briser la psyché des gens. Okay? Puis pourquoi? Parce qu'il a dit publiquement en entrevue que la meilleure manière de se mettre riche, c'était de fonder une religion. Puis c'est ça qu'il a fait. Okay? Puis il a commencé par fonder un mouvement non religieux, puis après ça, quand les impôts ont couru après lui, puis qu'il y a eu des problèmes, il a fondé une religion pour avoir un statut exempt de taxes, puis c'est ça qu'il a fait. Okay? Puis fait que c'est ça, c'est un gars qui s'est fondé, qui a fondé un culte délibérément, ok, pour pouvoir laver le cerveau, briser la psyché et laver le cerveau de ses gens, de ses fidèles, pour extraire le maximum d'argent possible pour se mettre riche. C'était son but déclaré, puis c'est ça qu'il a fait. Puis ce gars-là, dans son discours idéologique, ok, il se présente comme étant la seule solution au capitalisme. Okay, la seule solution à la cupidité, puis la personne qui va te libérer, lui va libérer ta psyché. Okay? Il te fait entrer dans le truc de lavage de cerveau en te promettant qu'il va libérer ta psyché. C'est comme ça qu'on fait. T'sais. C'est ça, tu fais venir des gens, t'attires les gens vulnérables, grosso modo, avec n'importe quoi que tu sens qui va les attirer. C'est ça l'idée. Puis c'est pas parce que quelqu'un, dans son discours idéologique, justement, est contre la tyrannie qu'il n'aspire pas à la tyrannie lui-même. Tu sais, c'est vieux comme le monde. Là. Richard Shakespeare. C'est William Shakespeare, ça. William Shakespeare. Richard III, William Shakespeare. OK. Fait que c'est ça. Tu sais, ça fait longtemps que ça existe, là, dire au monde qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Puis la manière qu'on réagit en général, puis la raison pour laquelle les idéologies fonctionnent, c'est ça. C'est, ouais, il y a des trucs de lavage de cerveau, etc. Il y en a des plus intenses que d'autres, mais fondamentalement, ça marche parce que on voit quelqu'un qui nous dit qu'est-ce qu'on veut entendre, puis qui nous dit, moi, j'ai la solution. Écoutez-moi, tu sais. Puis il raconte son histoire avec son code idéologique, puis toi tu penses que tu es en train d'absorber le contenu, mais ce que tu es en train d'absorber, c'est la trame narrative, c'est la structure idéologique. Okay. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qu'on voit là-dedans. Il nous présente un récit sur la libération psychique de l'humanité, okay? Mais en vérité, ils font ça pour tenter.
pour t'absorber, puis parce qu'ils savent qu'à long terme, si tu restes assez longtemps, c'est ce que tout le monde dans la scientologie a fini par quitter. Quand ça fait assez longtemps que tu es là-dedans, puis ils s'arrangent pour que tu parles uniquement à des gens qui sont là-dedans, puis ça finit par avoir l'air d'avoir du sens, même si tout en toi te dit que ça n'a aucun sens. Non, non, ça doit être moi, c'est pas si pire que ça. Fait que ça, c'est le mécanisme de base de l'idéologie. Ça te met en place une structure dans ta tête, puis ça le met en place en racontant des histoires, comme ce qu'on voit dans Battlefield Earth, puis c'est pas plus compliqué que ça. Fait que, en ce qui concerne le film lui-même, est-ce que c'est une qualité de donner une démonstration aussi transparente, si on veut, du mécanisme idéologique? Peut-être que oui, mais ce qui est certain, c'est que le film contient de nombreuses qualités réelles. Où je crains fort que ce soit en effet, très vraisemblablement, au moins un des pires films jamais faits de tous les temps, et possiblement le pire. J'ai un Patreon si vous voulez soutenir la chaîne. Je prends des suggestions présentement pour des contenus. En gros, je mets des vidéos là, de temps en temps, là, des vidéos sur d'autres films, des contenus philosophiques. Mais si vous voulez, je prends les suggestions présentement sur d'autres idées de contenu ou des vidéos particulières là, que je pourrais faire sur le Patreon. Là. Ça fait que si vous en avez, vous pouvez les mettre dans les suggestions. Et voilà, ceci dit, si vous vous inscrivez au Patreon, je l'apprécie énormément, ça m'aide beaucoup. Si vous avez été jusqu'ici, vous êtes assurément une des personnes les plus cool sur Terre. Et on se revoit très bientôt. Portez-vous bien. Vie longue et prospère. À la prochaine.